qui n'ont pas la possibilité d'être présents aujourd'hui. Ok, c'est bien. Donc, on va commencer cette deuxième partie du 4e chapitre. Vous arrivez à voir les slides? Oui, monsieur. Ok. Donc, au niveau de la première partie, donc, on a parlé sur les menaces des applications web. Donc, je connais Karna, qu'est-ce qu'on a dit sur les menaces et quels sont des exemples de menaces qui met en danger les applications web. Donc, je connais Karna, qu'est-ce qu'on a dit sur les menaces des applications web. Yonli, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que nous avons étudié donc la dernière séance? D'accord. On a dit que les menaces, c'est les activités qui peuvent porter atteinte à l'intégrité, la confidentialité, bien la disponibilité d'une application web. Ok. Et on a parlé aussi des attaques. Ok. Concernant les attaques ou bien le problème de base qu'on a traité, on a dit que la majorité des développeurs web, est-ce qu'ils sont déjà conscients des problèmes de sécurité du web quand ils développent des applications? Non. Donc les autres, qu'est-ce qu'on a dit? Je connais Fkarna, Ahmed El-Khayt ou bien Amin. Donc qu'est-ce qu'on a dit concernant la problématique de base? On a dit que même que les programmeurs ajoutent des mots de passe ou des méthodes de sécurité, c'est pas suffisant pour sécuriser les informations des utilisateurs. Exactement. Donc, et surtout, la majorité des cas, les développeurs ne suivent pas les meilleures recommandations de Pas des sécurité, méthodes de chiffrement. de chiffrement, ni aucun mécanisme. Donc, on a dit que les développeurs, ils sont intéressés surtout par les fonctionnalités et oublient carrément la côté sécurité. Donc, maintenant, on va parler, on a traité plusieurs menaces telles que les menaces d'injection. On a donné l'exemple le TP le SQL injection. On a dit qu'il existe aussi d'autres menaces. Maintenant, on va parler sur quels sont les mécanismes de protection qu'un développeur peut utiliser quand il développe une application web. À votre avis, quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser quand on développe une application web? Par exemple, vous développez une application web. Comment vous saurez ou bien comment vous allez protéger votre application, ou bien comment vous pouvez sécuriser votre application web? Utilisons des certificats. Pourquoi faire? Quelle est l'utilité des certificats? Donc, qui peut aider votre collègue? Donc, à votre avis, quelle est l'utilité, par exemple, des certificats numériques? On a déjà parlé sur la notion de certificat. Donc, quelle est l'utilité des certificats dans le côté sécurité des applications web? On a donné des exemples. Allez, donc, on a un protocole qui utilise le concept des certificats numériques. Mademoiselle Sadokhe, tu es là? Sadokhe, est-ce que tu es là? Donc, les certificats numériques, ils sont utilisés dans le contexte du protocole HTTPS. Donc, on a déjà présenté. Oui, monsieur, c'est comme une vous avez déjà identité. oublié.
que vous avez déjà oublié ça? Donc, on a déjà parlé sur les concepts que le protocole HTTPS, il se base sur le concept du certificat. Ça veut dire un serveur web pour être authentique, pour garantir l'authenticité de ce serveur web, on utilise un certificat. Donc, c'est ça, parmi les mécanismes qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation du protocole HTTPS. Ça veut dire si on désire, on développe une application afin d'éviter les attaques réseau de type les attaques actives et les attaques passives. Le web, il faut implémenter le protocole HTTPS. Sinon, si vous n'implémentez pas, ou bien si votre application web ou bien site web n'implémente pas le protocole HTTPS, votre application elle est vulnérable aux attaques actives et aux attaques passives. Bien, on a déjà parlé sur le côté des attaques réseau, quelles sont les attaques actives et quelles sont les attaques passives. C'est-à-dire, afin d'éviter ce genre d'attaque réseau dans le web, il faut utiliser le protocole HTTPS. À votre avis, quoi d'autre? Quels sont les mécanismes de protection qu'on peut utiliser quand on développe une application web? Bien sûr, des mots de passe. Okay, donc la cryptographie des mots de passe. Avant même de parler de la cryptographie, de parler du HTTPS, revenons avec moi, on a parlé sur les principes de base, principes de design sécurisé. Est-ce que vous avez oublié ces principes? Normalement, ces principes, on peut l'implémenter soit dans le contexte des réseaux, soit dans le contexte des applications web, soit dans le contexte des systèmes d'exploitation. Donc, ce sont des principes génériques qu'on peut implémenter dans n'importe quel système ou bien réseau ou bien application. Par exemple, le principe de la défense en profondeur, donc dans n'importe quel système ou bien réseau ou bien application, on doit l'implémenter pour vraiment renforcer la sécurité d'un système. Un seul niveau de sécurité n'est jamais suffisant. Ça veut dire qu'il faut implémenter plusieurs niveaux ou bien plusieurs couches de sécurité. Aussi le moindre privilège, ou bien least privilege, le principe du moindre privilège. Donc, tous les principes qu'on a traités, on peut l'implémenter. Donc, le principe du secure by design, ça veut dire la sécurité par conception. Ça veut dire le développement d'une application, on ne va pas penser à la sécurité la fin du cycle de développement d'une application. Donc, si on pense à la sécurité à la fin de compte, donc normalement, on n'aura jamais une application qui est sécurisée. Ça veut dire que la sécurité doit être prise dès la conception de la sécurité et il faut mettre en place quels sont les besoins fonctionnels d'une application, quels sont les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. On doit aussi dire quels sont les besoins côté sécurité de l'application. Ça veut dire dès le départ, on doit identifier quel est le modèle de menace de l'application web. Ça veut dire quelles sont les attaques possibles contre cette application. Est-ce que cette application web qu'on développe, est-ce que c'est une application qui est une application telle que une application d'un banque en ligne qui exige un niveau de sécurité élevé? Est-ce que c'est une application qui nécessite une sécurité qui est moyenne ou bien un minimum de sécurité? Ça veut dire dès la conception de l'application, il faut poser ce genre de questions. Ça veut dire quel est le type d'application qu'on désire développer, quelles sont les fonctionnalités qu'on désire réaliser, est-ce qu'on désire s'authentifier, quel est le mécanisme d'authentification qu'on désire utiliser, est-ce que c'est seulement basé sur le mot de passe? On a présenté l'autre fois qu'un système de mots de passe basé d'authentification à base de mots de passe contient plusieurs failles et problèmes de sécurité. Ça veut dire qu'il faut penser au stockage du mot de passe, il faut penser à comment on peut faire l'inscription, il faut ajouter une politique de choix des mots de passe afin d'éviter de choisir des mots de passe faibles. Donc tout cela, ce sont des mécanismes qu'on peut
intégrés. Donc, à votre avis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mécanisme de protection d'une application web qu'on vient de développer? Monsieur, chiffrement des données de base de données. Oui, le chiffrement. Donc, automatiquement, on a dit donc l'utilisation de chiffrement pour les données qui sont sensibles. Ça veut dire, heureusement, on a le protocole HTTPS qui permet de chiffrer les données du client vers un serveur dans le contexte web, mais aussi on peut utiliser le chiffrement soit symétrique, soit asymétrique pour protéger diverses données qui sont sensibles dans l'application. OK, quoi d'autre? Séparation de l'accès. Oui, la gestion d'accès à l'application pour ne pas permettre, donc ça on parle d'un système d'authentification pour ne pas permettre à n'importe quel utilisateur à utiliser. C'est-à-dire on va faire on va pas donner, par exemple, des droits. Il faut séparation des privilèges. Donc le principe de séparation de privilèges, c'est-à-dire il faut avoir un utilisateur qui est un administrateur, il faut avoir un utilisateur qui ont des privilèges qui sont séparés. OK, quoi d'autre? Quels sont les mécanismes qu'on peut implémenter pour protéger notre application? Les techniques de filtrage. Comment on peut utiliser les techniques de filtrage? Donc, les techniques de filtrage. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi on a besoin déjà de techniques de filtrage? Donc, on a vu les techniques de filtrage côté réseau. Est-ce que pour les applications web, est-ce qu'on a besoin déjà de filtrer, le filtrage de données? Et pourquoi le filtrage des données, c'est un concept clé dans la protection des applications web. Donc, on va répondre à ce genre de questions par la suite dans cette partie-là. Mais en général, les approches de protection qu'on peut faire dans les applications web, on peut les classer en deux catégories. Les mécanismes de protection interne et les mécanismes de protection qui sont externes. Ça veut dire les mécanismes de protection interne, ce sont en général les bonnes pratiques de développement ou bien de programmation sécurisée. Donc, il y a un ensemble de bonnes pratiques et de programmation sécurisée ou bien de développement sécurisé, telles que par exemple la conception de la sécurité et la mise en place de la sécurité dès le départ. Parmi les bonnes pratiques aussi de sécurité, l'utilisation d'une méthodologie ou bien démarche de développement qui est sécurisée. Donc, on aime par exemple les démarches de développement telles que la méthode de développement en cycle V, en cascade, en Scrum. Donc, il y a aussi des méthodologies de développement qui sont sécurisées. Ça veut dire qui intègrent la sécurité depuis l'analyse des besoins, passant par la conception et finalement à la fin de l'implémentation de l'application. Il y a dans cette catégorie des mécanismes de protection interne toutes les procédures ou bien les mécanismes qu'un développeur doit implémenter. Donc, c'est la responsabilité du développeur à implémenter les mécanismes internes. Donc, les mécanismes internes, ce sont quoi? Ce sont les bonnes pratiques de programmation ou bien de développement sécurisé, tels que le filtrage d'entrée, l'échappement, l'utilisation d'une méthodologie de développement sécurisé, ainsi de suite. Parmi les bonnes pratiques de développement sécurisé qui entrent dans la catégorie des mécanismes de protection interne, on trouve le projet du OWASP Top 10 Proactive Control. Donc, OWASP a réalisé donc ce projet-là pour indiquer aux développeurs quelles sont au minimum les 10 bonnes pratiques à implémenter dans une application web.
ça veut dire c'est le strict minimum. Donc, quelles sont les plus importantes pratiques qu'un développeur web doit implémenter de son application afin d'avoir une application qui est plus ou moins contient un minimum de sécurité. Parmi les contrôles ou bien les bonnes pratiques, le premier bon pratique défini par OWASP qui est le plus important, Define Security Requirements. Ça veut dire qu'il faut définir quelles sont les exigences de la sécurité de cette application web. Ça veut dire dès le départ, quand vous faites l'analyse de votre application web et la conception, il faut penser quelles sont les exigences côté sécurité. Parce que, comme on a dit, le problème des développeurs web, ils pensent seulement les fonctionnalités, ajouter les fonctionnalités d'une application, mais ils ne pensent jamais à la sécurité. Donc, pour changer cela, OWASP recommande les développeurs à mettre en place, dès le départ, des exigences, la liste des exigences de sécurité. La deuxième bonne pratique qu'on peut utiliser comme étant développeurs qui ont un esprit de sécurité, c'est l'utilisation des bibliothèques et des frameworks de sécurité. Donc, il y a dans n'importe quel langage, soit vous développez une application, soit en PHP, soit en Java, soit dans n'importe quel langage. Donc, il y a un ensemble de bibliothèques, un ensemble de fonctions, un ensemble de frameworks qui permet de renforcer la sécurité de votre application. Ça veut dire qu'il faut chercher, par exemple, vous développez une application avec Symfony, il faut chercher quelles sont les bibliothèques qu'on peut intégrer avec Symfony et quelles sont les bibliothèques à l'intérieur de Symfony qui présentent des fonctionnalités de sécurité et il faut les utiliser. Il y a aussi des frameworks qui sont conçus spécifiquement pour la sécurité qu'on peut intégrer à notre application web et qui permet de fournir un ensemble très important de fonctionnalités de sécurité. Troisième bonne pratique et recommandation de OWASP, c'est quoi? C'est l'utilisation de Secure Database Access. Ça veut dire qu'il faut, parce qu'on sait bien n'importe quelle base de données, il va communiquer avec n'importe quelle application web, il va communiquer avec une application web. Et la mission de développeur, il doit faire quoi? Il doit veiller à sécuriser cet accès-là à la base de données. Il ne faut pas utiliser, comme j'ai dit, le compte utilisateur root pour accéder à la base de données. Okay? Il faut toujours utiliser une communication qui est sécurisée, surtout si on fait l'installation du serveur web dans une machine et l'installation de la base de données dans une autre machine. Donc, normalement, la communication entre la machine du serveur web et la machine du base de données doit être chiffrée en utilisant les mécanismes de chiffrement symétrique. Quatrième étape, la quatrième bonne pratique qu'on peut implémenter, c'est le encode and escape data. Ça veut dire qu'il faut les informations qui sont à l'intérieur ou bien qui sont stockés à la base de données, ils doivent être échappés avant d'être affichés à l'utilisateur. Donc ça, c'est un concept qui est très important parce que parmi les attaques qu'on a, comme vous avez vu le dernier TP SQL Injection, les attaquants peuvent faire quoi? Peuvent stocker des chaînes qui sont malveillantes dans une base de données. Et si on ne fait pas échapper ces informations qui sont stockées dans la base de données et l'afficher directement au navigateur, cela pose des problèmes de sécurité, surtout dans les attaques de type XSS. Parmi aussi les bonnes pratiques, c'est la validation des entrées. Validate all inputs. Ça veut dire chaque entrée, surtout dans les formulaires utilisateurs, il faut chercher. Si vous développez avec PHP, il faut chercher quelles sont les méthodes, quelles sont les fonctions qui permettent de filtrer les données des utilisateurs. Parce que comme j'ai dit l'autre fois, l'utilisateur, il faut toujours considérer qu'un utilisateur qui va utiliser votre application, c'est un utilisateur malveillant. Ça veut dire qu'il peut envoyer des données qui sont dangereuses. C'est pour cela qu'il faut
filtrer ces données et les valider avant de les stocker dans une base de données. Sixième contrôle ou bien sixième bonne pratique qu'on peut implémenter quand on développe une application, c'est Implement Digital Identity. Ça veut dire l'implémentation du Digital Identity. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un mécanisme d'authentification qui permet d'assurer la sécurité de votre application web. Comme j'ai dit, la première étape de entrer à une application, c'est un système d'authentification. Alors, il faut veiller à réaliser un mécanisme d'authentification qui est sécurisé. Enforced Access Control. Donc, normalement, l'Access Control aux différents fichiers des applications web. Il faut vraiment, vous avez normalement un ensemble d'utilisateurs. Il faut garantir qu'un utilisateur X ne peut pas accéder aux données d'un autre utilisateur. Okay? Le huitième concept présenté par OWASP, c'est le Protect Data Everywhere. Ça veut dire qu'il faut protéger les données en transition, ça veut dire en transmission, en utilisant des techniques de chiffrement, surtout les fonctions ou bien les algorithmes de chiffrement symétrique. Au niveau du stockage, parfois, vous aurez besoin du chiffrement de ces données au niveau du stockage, au niveau du base de données, et parfois, vous pouvez utiliser les techniques des algorithmes de hachage pour stocker, dans le cas de l'authentification, pour stocker les hachés de mots de passe. Aussi, parmi les bonnes pratiques recommandées par le OWASP Top 10 Proactive Control, l'implémentation de la journalisation et la monitoring. Ça veut dire quoi le monitoring? Ça veut dire qu'il faut toutes les actions réalisées par les utilisateurs, il faut avoir une capacité, votre application doit faire et enregistrer ces actions des utilisateurs. Pourquoi enregistrer les actions des utilisateurs? Parce que s'il y a une attaque contre votre application, on peut aller vers les fichiers dialogue ou bien les fichiers de journal pour vérifier qui a été en ligne dans le moment où l'application a été attaquée, pour vraiment faire des étapes pour vraiment détecter quel est l'utilisateur qui a réalisé l'attaque, ainsi de suite. Et la dernière recommandation de OWASP Top 10 Proactive Control, c'est Handle all errors and exceptions. Ça veut dire qu'il faut essayer de gérer les erreurs et les exceptions. Donc, pour plus d'informations, donc on va visiter normalement visiter donc le lien suivant, donc du projet OWASP Proactive Control. Donc, vous allez voir normalement pour chaque contrôle, donc il y a donc une description du contrôle, il y a une partie, donc comment vous pouvez implémenter donc ce contrôle, donc des informations, comment on peut l'implémenter et comment on peut tester ce contrôle. Et toujours, vous allez voir qu'il y a une référence qu'on a déjà par tes côtés de protection des applications afin de vérifier la sécurité d'une application. Il faut suivre le guide de OWASP Application Security Verification Standard. Maintenant, si on a dans le deuxième contrôle Leverage Security Framework, okay? Donc Secure Coding Libraries and Software Framework with Embedded Security help software developer guard against security-related design and implementation flow. Ça veut dire qu'il existe un ensemble de librairies et des frameworks qui permet d'aider les développeurs à sécuriser leur implémentation ou bien leur application web. Donc, implementation best practice, when incorporating third-party library or framework into your software, it is important to consider the following best practices. Quelles sont ces meilleures pratiques que vous devez suivre? Donc, use libraries and framework from trusted source. Ça veut dire il faut quand vous utilisez des librairies ou bien des frameworks, il faut toujours chercher dans des ressources qui sont fiables. Ça veut dire il ne faut pas
utiliser une librairie ou bien un framework sont déjà une source qui n'est pas fiable. That are actively maintained and widely used by many applications. Et il faut utiliser des librairies et des frameworks qui sont utilisés dans un grand nombre d'applications. Donc, create and maintain an inventory catalog of all third-party libraries. Donc, il faut vraiment, dans votre application, noter toutes les librairies et les frameworks que vous avez utilisés. Proactively keep library and component up to date. Une chose qui est très importante dans la protection d'une application, c'est quoi? Ça veut dire chaque fois il y a des mises à jour d'une application, d'une librairie que vous utilisez dans votre application web, il y a une mise à jour, surtout les mises à jour de sécurité, il faut faire les mises à jour. Donc, use a tool like OWASP Dependency Check to identify and retire.js to identify project dependency and check if there are any known publicly disclosure vulnerability for all third-party code. Donc, un projet qui est très, très intéressant, le OWASP Dependency Check. Donc, qu'est-ce qu'il permet, le OWASP Dependency Check? Il permet, is a software composition analysis tool. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de détecter dans les librairies que vous utilisez et les frameworks que vous utilisez dans votre projet, de détecter est-ce qu'il existe des vulnérabilités connues pour ces applications. Et ça, c'est très important. On sait bien que dans la majorité des applications web développées aujourd'hui, il existe, donc chaque application utilise un ensemble, au minimum 3 librairies, au minimum un framework ou bien 2. Ça veut dire dans cette application, comment un développeur peut vérifier est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans un framework X ou bien Y, alors il peut utiliser cet outil, le OWASP Dependency Check, afin de vérifier est-ce que les librairies qui sont utilisées dans son projet, ils sont déjà sécurisés, est-ce qu'il y a vraiment des mises à jour de ces librairies, ainsi de suite. Et la quatrième bonne pratique, toujours dans le contexte d'utilisation des librairies et des frameworks de sécurité, reduce attack surface by encapsulating the library and expose only the required behavior into your software. Ça veut dire qu'il faut essayer de minimiser le surface d'attaque en utilisant le strict minimum de librairies. Ça veut dire dans un projet, surtout des librairies qui ne contiennent pas de fonctionnalités qui sont très avancées. Parfois, en général, dans les applications qui sont très très critiques côté sécurité, on préfère ne pas utiliser des librairies développées par d'autres personnes. Donc, dans la majorité des cas, surtout les grandes entreprises et dans les grandes applications, vous allez trouver que l'entreprise essaie de développer toutes les parties du projet. Pourquoi? Parce que parfois, il y a les backdoors, parfois, il y a des vulnérabilités. Afin de contrôler cela, donc, des grandes applications essayent de développer tous leurs librairies et frameworks. Mais quand on est développeur débutant ou bien pour une petite entreprise, en général, c'est un bon pratique d'utiliser des frameworks et des librairies qui contiennent des concepts de sécurité qu'on peut implémenter facilement. Donc, revenons toujours qu'est-ce qu'on peut faire? Le Secure Database Access, vous remarquez, donc le Secure Database Access, il y a plusieurs bonnes pratiques qu'il faut suivre: Secure Query, Secure Configuration, Secure Authentication and Secure Communication. Ça veut dire qu'il faut vérifier comment on peut faire envoyer des requêtes sécurisées à la base de données, comment configurer correctement la base de données qu'on utilise avec notre application web, comment on peut vérifier une authentification qui est sécurisée et comment on peut faire une authentification, une communication sécurisée entre le serveur web et la base de données. Donc ça, ce sont parmi les exemples de protection interne qu'on peut utiliser. Mais comme vous remarquez, dans la majorité des cas, les développeurs des applications, des applications ont un niveau
médiocre de sécurité. Donc, comme dans la majorité des cas, comme vous remarquez, comme j'ai posé la question pour les gens qui ont des PFE, vous avez remarqué que la majorité des étudiants n'ont aucune connaissance concernant la sécurité. Et ça, pour la majorité des développeurs, même dans des entreprises, vous trouvez ces problèmes-là. Pour cela, donc, ce qui entraîne la création d'applications vulnérables. Ça veut dire, dans la majorité des cas, les développeurs n'implémentent pas ces mécanismes de protection interne, ce qui rend les applications vulnérables. Une autre problématique des mécanismes d'authentification ou bien de mécanismes de protection interne, c'est que quand on est dans l'entreprise, dans le domaine du développement d'applications, on a la notion de rapidité. Il faut avoir un développement qui est rapide. Et malheureusement, donc, côté sécurité, il faut toujours prendre assez de temps pour sécuriser quelques fonctionnalités. Et il y a toujours une demande qui est croissante de fonctionnalités. Et normalement, pour développer une application qui est sécurisée, c'est normal, il faut ajouter un coût. Maintenant, une application qui va nécessiter, par exemple, un montant, par exemple 2000 ou bien 2000 euros ou bien 2000 dollars, donc c'est normal. Pourquoi? Parce que vous allez ajouter d'autres tâches. Ça veut dire qu'il faut recruter aussi des développeurs qui maîtrisent côté sécurité. Donc, on aura plus de temps pour réaliser l'application et plus de coûts. Ça veut dire, et ça pose vraiment un défi énorme pour les développeurs. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui permet de répondre à ces limites des mécanismes de protection interne? Il faut noter une chose, que les meilleures solutions, c'est d'utiliser les mécanismes de protection interne. Qui malheureusement, parfois, à cause du budget du projet, à cause des contraintes de temps, on ne peut pas implémenter tous les mécanismes de protection interne. Ça veut dire, quelle est la solution dans ce cas-là? On peut utiliser un mécanisme de protection ou bien de défense externe. Donc ça, c'est parmi les solutions qu'on peut utiliser afin de répondre à cette problématique. Donc, parmi les mécanismes de protection externe, comme le cas pour les réseaux, donc on a vu que le filtrage réseau ou bien network firewall. Donc, est-ce qu'il est capable de protéger notre application? Malheureusement, un pare-feu réseau n'a pas la capacité de protéger une application web. Pourquoi? Parce que quel que soit le pare-feu réseau, il autorise le numéro de port 80 et le numéro de port 443. Et déjà, comme nous avons montré, les attaques web, ils ciblent la couche application, et un pare-feu réseau n'est pas capable de lire les informations du couche 7. Ça veut dire au maximum un pare-feu réseau, il a la capacité de lire les informations de la couche 3 et la couche 4. Pour cela, pour résoudre ce problème-là et pour renforcer la sécurité et protéger parmi les mécanismes de protection externe les plus utilisés actuellement, on a la notion des pare-feux applicatifs ou bien Web Application Firewall. Donc, c'est quoi un pare-feu applicatif? Donc, c'est un pare-feu qui va renforcer la sécurité d'une application web. Donc, il est capable, donc, un utilisateur, de bloquer et de filtrer les données et les communications web. Et il peut être ajouté, ça veut dire dans une architecture de sécurité, pour sécuriser le système d'information d'IANA. On peut aussi ajouter, plus le firewall, on peut ajouter un pare-feu applicatif qui va jouer le rôle qui va permettre la protection des applications web. Parmi les fonctionnalités d'un WAF ou bien d'un pare-feu applicatif, il va compléter le filtrage réseau en apportant une protection contre les principales attaques. Il va permettre aussi d'assurer
la dissimulation des sites web en cachant les informations concernant l'architecture du site web, les technologies, les logiciels utilisés, les adresses, et ça c'est très important parce que comme on a dit, pour qu'un attaquant puisse attaquer un système, la première des choses qu'il essaie de faire, c'est de collecter le maximum d'informations contre ce système. Aussi, un pare-feu applicatif, un pare-feu d'application web, il peut jouer le rôle d'un reverse proxy, dans le cas où il est configuré en mode reverse proxy, et aussi il peut jouer le rôle d'un accélérateur SSL. Donc, en général, dans une grande majorité de cas, on trouve des versions de WAF ou bien des Web Application Firewall qui intègrent des accélérateurs SSL, des systèmes de load balancing, ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples du WAF. Parmi les exemples les plus célèbres qu'on utilise, on trouve le mode security. Donc, c'est un projet open source très utilisé. Donc, c'est parmi les Web Application Firewall les plus utilisés. Et c'est déjà ce qu'on va voir dans ce cours avec Omaima par la suite. Nous avons le Beware, donc un pare-feu qui est aussi très connu. Et il y a les leaders du marché américain. Nous avons la société F5 qui développe des pare-feux qui sont très utilisés actuellement. Il y a aussi la grande société de sécurité Impriva. Il y a aussi les pare-feux de la grande société Fortinet, les pare-feux du Citrix, et aussi il y a Monsieur, كان مشى لك الصوت ما سمعنا والو. Monsieur, on n'écoute rien. البروف عنده بروبليم دو كونيكسيون، هو شويه غادي يعاود يدخل يكمل لو كور.
Ok, merci. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, donc je m'excuse, j'avais un petit problème de connexion. Donc, on a donc les exemples des WAF, c'est ça? Oui, monsieur. Ok. Vous arrivez à voir les slides? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. C'est parfait. Donc, comme j'ai dit, il existe plusieurs leaders du marché du pare-feu applicatif. Dernier temps, on parle d'un terme qui est très très utilisé dans le monde des entreprises, surtout les entreprises de sécurité, le NGFW. Ça veut dire quoi le NGFW? C'est le Next Generation Firewall. C'est quoi donc? C'est normalement c'est un successeur des pare-feux matériels et logiciels. Donc c'est un pare-feu du 3e génération. Donc normalement le pare-feu son état était la première génération. Par la suite, le pare-feu avec état était le 2e génération. Et actuellement, on parle du Next Generation Firewall. C'est quoi le Next Generation Firewall? C'est tout simplement un pare-feu qui va combiner toutes les fonctionnalités d'un pare-feu réseau et aussi il peut intégrer les fonctionnalités d'un pare-feu applicatif. Ça veut dire dans les entreprises actuellement, parmi les services, surtout les entreprises de sécurité, surtout les grandes entreprises américaines et européennes, donc ils proposent des solutions complètes qu'on appelle le NGFW. Donc, en général, ce sont des pare-feux qui sont chers, mais qui englobent à la fois les pare-feux réseau et aussi peut intégrer des pare-feux applicatifs, mais aussi de plus, il peut intégrer d'autres fonctionnalités telles que les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de prévention d'intrusion. Ils peuvent aussi intégrer des systèmes capables de détecter et de filtrer le trafic à base du protocole TLS et SSL. Il peut aussi intégrer un DNS Inspection Protection pour protéger aussi les services DNS du réseau. Le NGFW peut intégrer un système pour améliorer la gestion du bandwidth ou bien la gestion de la bande passante du réseau. Il peut aussi, un NGFW peut intégrer un système antivirus qui permet de détecter les virus. Il peut aussi intégrer un système de gestion d'identité intégrée. On trouve aussi plusieurs d'autres fonctionnalités qui permettent de renforcer la sécurité d'une infrastructure réseau et aussi web. Il y a aussi, on trouve les web proxy and content filtering, toujours dans le NGFW, email filtering, data loss prevention, et plus de fonctionnalités les le NGFW, plus qui coûte le coût le système qui coûte un peu cher. Donc ça dépend c'est pour cela dès le départ, pour un administrateur de sécurité ou pour un responsable, il doit
au départ, discuter avec la direction de l'entreprise, quels sont les besoins de sécurité, est-ce que vraiment on désire avoir un système qui est open source si nous n'avons pas un budget, est-ce qu'on désire acheter une solution complète telle qu'un pare-feu réseau, ou bien on désire acheter un pare-feu qui est complet tel que le NGFW qui contient plusieurs fonctionnalités. Donc ça dépend, elle a le choix, elle a le budget ou elle a le projet. Au niveau des pare-feux qui sont très utilisés actuellement au marché, donc il y a Gartner, donc une entreprise très connue pour les études comparatives, que chaque année, il essaie de dire quels sont les pare-feux qui sont très utilisés actuellement au niveau international. Et comme on peut trouver aussi les leaders du marché actuellement, c'est l'entreprise Palo Alto, donc c'est les firewalls dans l'entreprise Palo Alto. Il y a aussi les pare-feux de Fortinet qui sont aussi des leaders du marché. Il y a aussi les pare-feux de Cisco et les pare-feux de Checkpoint Software Technology au niveau de 2019. Toujours dans 2020, on trouve que les grands leaders du domaine, les pare-feux, surtout les catégories de Next Generation Firewall et le Palo Alto Network, on trouve aussi la grande entreprise Fortinet et aussi les Checkpoint Software Technology. Maintenant, je vais laisser la parole à Oumeima pour nous présenter un pare-feu qui est open source, qu'on peut utiliser, qui n'a pas besoin ni de licence, ni d'un budget qui est très important, qu'on peut implémenter dans le contexte d'une PME, donc petite ou moyenne entreprise, ou bien dans le cas quand on développe une application personnelle. Donc, à vous la parole, Oumeima. D'accord, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer la partie avec Oumeima? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce que je viens de discuter jusqu'à présent? Non, monsieur. Ok, à vous la parole, Oumeima, s'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, il y a un problème le son. Il y a un problème de son, Oumeima. Maintenant, monsieur? Maintenant, on vous écoute. D'accord. Vous êtes... On vous écoute, voilà, qui est toujours un... Monsieur? Vous arrivez à écouter Oumeima? Monsieur, on n'écoute pas très bien. Problème de connexion. D'accord, je vais essayer de redémarrer mon routeur. Ok, on vous attend. Donc, en attendant Oumeima pour nous rejoindre, pour régler ce problème de connexion, donc qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce que je viens de discuter, à savoir les mécanismes de protection interne et aussi les mécanismes de protection externe quand on développe une application web. Vous avez entendu ma question? Non, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon après donc, cette discussion sur les mécanismes de protection interne et aussi les mécanismes de protection externe qu'on peut utiliser, et surtout le cas pour les mécanismes de protection externe, les pare-feux. Donc, on a parlé sur plusieurs mécanismes qu'on peut
implémentées dans le contexte du mécanisme de protection interne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différents mécanismes? Donc, on met toujours, on n'arrive pas à vous entendre. Monsieur, maintenant? Ok, d'abord, Mziane. Monsieur? Ok, c'est bien. D'accord, monsieur. Je peux commencer? Oui, tu peux commencer. D'accord, monsieur. Bonjour, je suis Shekel Omeima, doctorante en première année. Je travaille sur la création d'une nouvelle génération des pare-feux en utilisant les techniques d'apprentissage machine learning et deep learning. Dans cette réunion, je vais vous présenter l'un des pare-feux les plus utilisés mode sécurité. C'est un pare-feu d'application open source. Ma présentation va poursuivre le plan suivant. Je vais commencer premièrement par une introduction. Je vais vous présenter le principe de fonctionnement des pare-feux d'application web. Je vais présenter l'un de ces pare-feux qui est mode sécurité, l'ensemble de règles qui utilisent mode sécurité qui est CoralSet. Je vais présenter les avantages et les inconvénients de mode sécurité, ainsi les étapes d'installation de mode sécurité avec le CoralSet. Et je clôture ma présentation avec une simulation. Bon, comme vous le savez, c'est que avec le développement croissant des applications et l'utilisation croissante de ces applications, on les utilise beaucoup. Ces derniers sont devenus plus vulnérables aux attaques et sont devenus une cible principale aux attaquants. Pourquoi ces applications sont vulnérables? J'ai cité 4 raisons. La première, c'est code non sécurisé. Malheureusement, les développeurs, comme mentionné M. Sadri, ne sont pas conscients de l'importance de la sécurité. Deuxièmement, on a l'utilisation des technologies dépassées et dont les vulnérabilités connues. Troisièmement, la nature ouverte des applications. Comme vous le savez, c'est que n'importe qui peut utiliser l'application. Il peut être un utilisateur normal ou un attaquant. Et l'absence ou la mauvaise contrôle de données d'entrée. Il est nécessaire de valider les données envoyées par les utilisateurs. Lorsqu'on dit une application vulnérable, donc automatiquement, on parle de problème de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Pour protéger l'application, il est nécessaire d'utiliser un système qui va contrôler l'accès à cette application. Ce système est appelé pare-feu d'application web. Et c'est quoi un pare-feu d'application web? C'est tout simplement un système de sécurité dédié à la sécurité web. Comme mentionné M. Sadrik, il y a d'autres systèmes de sécurité. Ce sont des systèmes traditionnels tels que les pare-feux d'application, tels que les pare-feux ou bien les systèmes de détection et d'intrusion. Mais on ne peut pas les utiliser pour la protection des applications parce que tout simplement ce sont des systèmes de sécurité réseau et donc ils sont incapables d'analyser le contenu, les attaques injectées dans le corps, c'est-à-dire les attaques ciblant la couche application. Bon, généralement, pare-feu d'application web, c'est un système qui lui permet d'analyser, détecter et bloquer les attaques et bloquer le trafic malveillant avant qu'il atteigne l'application. Parmi les caractéristiques des pare-feux d'application, on peut citer l'analyse du contenu de l'entête et corps des requêtes et réponses. Les pare-feux ils sont capables d'analyser l'entête et corps des requêtes, les requêtes HTTP et aussi les requêtes HTTPS. La protection contre l'OWASP Top-10, c'est un organisme à pour but non lucratif qui publie des recommandations, des solutions, des outils pour la sécurité web. OWASP Top-10, c'est une liste qui est présente ou qui décrit les 10 vulnérabilités les plus critiques des applications web. Et aussi, on peut utiliser les pare-feux d'applications web comme des solutions de virtual patching ou bien correction virtuelle des vulnérabilités. Dans la littérature, on trouve 4 types de WAF, mais je vais présenter seulement 3 types. Le 4e type, ce sont les pare-feux d'applications basés sur qui utilisent les algorithmes d'apprentissage. Bon, pour les WAF basés sur l'approche par signature, tout simplement, ce sont des
des pare-feux qui utilisent une liste de signatures. Signatures, ce sont des caractéristiques qui caractérisent une attaque. Dans ce cas, le WAF, pour chaque entrée, c'est-à-dire pour chaque requête, le WAF va comparer le contenu de la requête avec sa liste de signatures. S'il trouve qu'il y a une correspondance entre le contenu de la requête et sa liste de signatures, il bloque la requête. C'est ça le principe de fonctionnement de ce type de WAF. L'avantage de cette approche, c'est qu'il permet de détecter les attaques connues, c'est-à-dire les attaques qui sont exprimées par des signatures, mais ils sont incapables de détecter les attaques inconnues, c'est-à-dire celles qui ne sont pas exprimées par des signatures, et problème, mise à jour régulière pour détecter les nouvelles attaques. Les WAF basés sur l'approche par anomalie, Donc, une chose, donc, oui, monsieur. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez des questions, donc les autres étudiants, donc vous pouvez poser à n'importe quel moment des questions pour clarifier des points qui ne sont pas clairs. Oui. Okay, merci. Vous pouvez continuer, Oumaima. C'est clair jusqu'à présent? Oui. D'accord. Oui, merci. D'accord. Pour les WAF basés sur l'approche par anomalie, ce sont des WAF qui utilisent un modèle de référence du comportement normal, soit de l'utilisateur, soit de l'application. Ce type de WAF considère toute déviation du comportement de référence comme une attaque, ce qui n'est pas vrai en réalité parce qu'il peut être juste une nouvelle activité qui n'est pas mentionnée dans le comportement, dans le modèle de référence. Voilà la différence entre l'approche par signature, ce qu'on utilise, et une liste des signatures d'attaque qu'on est. Par contre, l'approche, les WAF basés sur l'anomalie, utilisent un modèle de référence de comportement normal, c'est-à-dire les activités autorisées ou bien les actions autorisées. Les avantages de ce type, la détection des attaques connues et aussi les attaques inconnues. Le problème, c'est le problème de faux positifs. Le troisième type, c'est les WAF basés sur l'approche par hybride. C'est le plus recommandé par les responsables de sécurité. Cette approche combine plusieurs approches de détection. Par exemple, on peut combiner l'approche par signature et l'approche anomalie. Dans ce cas, ce type d'approche nous permet de bénéficier de chaque approche et d'éviter leurs inconvénients. Les avantages. Pardon? Tu peux répéter la dernière partie. D'accord. Bon, j'ai dit que les pare-feux basés sur l'approche par hybride sont les plus recommandés parce que ce sont des WAF qui combinent plusieurs approches de détection. Par exemple, on peut combiner l'approche par signature et l'approche par anomalie. Comme ça, on va bénéficier des avantages, on va combiner les avantages de l'approche par signature, c'est-à-dire on va détecter les attaques connues, et les avantages de l'approche anomalie, donc on va détecter les attaques inconnues. Donc pour simplifier les choses, donc on parle pour comprendre la notion de méthode de détection, ça veut dire prenons le cas de votre antivirus. مثلا ناخذ لو كا ديال امين اش من انتي فيروس باش خدام باش كتخدم اش من انتي فيروس كاين لي انتي فيروس vous utilisez Kaspersky. مثلا le Kaspersky. Est-ce que à chaque fois Kaspersky il vous demande des mises à jour? Oui. Normalement, la majorité des antivirus qui existent actuellement, ils se basent sur l'approche de détection par signature. Ça veut dire quoi par signature? Il doit télécharger une base de données qui contient une liste de toutes les attaques qui sont déjà connues. Comment un antivirus il va détecter une attaque ou bien qu'il détecte un fichier qui dit que voilà, ça c'est un virus, ça c'est pas un virus. Normalement, quand on a la liste, la base de données dialou, voilà les types de virus qui sont déjà connus. C'est pour cela qu'on parle d'une détection par signature. Parce que chaque virus ou bien que chaque attaque a une signature bien définie. C'est-à-dire que la signature, qu'on peut créer une base de données
de signature, une fois on peut l'utiliser, soit dans des antivirus, soit dans les systèmes de pare-feu, soit dans les pare-feux applicatifs tel que le cas des WAF. Et dans ce cas-là, un système qui base sur signature, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître la liste des signatures. يعني غيتعرف على les attaques les معروفين أصلا, les attaques connues. Mais comme il a mentionné Oumaima, ce système, l'inconvénient d'un système qui est basé sur signature, il ne peut pas détecter les attaques inconnues. يعني les attaques اللي أصلا مازال ما معروفين. Parce que chaque fois, vous allez parmi les grands défis de la sécurité, que chaque jour, c'est même pas chaque jour, chaque heure, il y a des nouvelles attaques qui ne sont pas encore détectées, mais elles sont pas معروفين, qui connaissent pour la première fois. Donc un système qui se base sur l'approche par signature n'est pas capable de détecter ce genre de les attaques. Il y a aussi le problème les mises à jour. On a besoin de faire là chaque fois. Si vous ne faites pas la mise à jour de la signature, vous risquez d'être attaqué. Pour les systèmes d'anomalies, les systèmes d'anomalies en général, ce sont des systèmes plus intelligents. Ils ne se basent pas sur la signature, mais ils se basent sur une comment on peut dire, on va faire une conception de quelle est la situation normale dans un réseau ou bien dans l'application web. On va modéliser avec la situation normale, ok? Et chaque déviation contre la situation normale ou bien ce comportement normal, on va dire voilà, c'est une attaque. Ok? Le modèle qui est normal, كنديروا ليه la conception ديالو كنحطوه اي déviation يعني كيطرا شي تغيير كنقولوا voilà ça c'est une attaque. ولكن quel est le problème ça? Parfois, peut-être il y a avec la complexité les applications web actuelles, c'est très difficile d'avoir un système qui est basé sur l'approche par anomalie. لأن عندنا بزاف ديال la déviation et parfois ما كيكونش هذاك vraiment le faux positif. Ça veut dire quoi pour expliquer Oumaima, c'est quoi un faux positif? Bon, donner c'est quoi la notion parce qu'on parle de faux positif. Oui, faux positif, c'est déjà l'objectif principal de la sécurité, c'est de minimiser le taux de faux positif. Le faux positif produit quand le système classe une activité normale comme une attaque. Okay. C'est ça le Ça faux veut dire positif. quel est le risque? Quel est le risque dans ce cas-là? Ça veut dire il va bloquer les utilisateurs. بدل ما يقدر يبروتيجيهم, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les bloquer. Et ça, c'est parmi les problèmes de l'approche par anomalie, l'approche de détection par anomalie. Ça veut dire le problème par signature, l'attaque par signature, ou bien l'approche de détection par signature n'est pas capable de détecter les attaques connues. Les approches de détection par anomalie, ils sont capables de détecter les attaques connues, mais ils ont le problème de faux positifs. Ça veut dire un système d'anomalie, en général, ce sont rares, purement. En effet, un système d'anomalie, c'est très très rare. Ils sont très rares. Des travaux académiques, mais en général, le côté implémenté à grande échelle, الغالب كنلقاهم إما basé sur l'approche par signature ou bien basé sur une approche qui est hybride. Hybride, c'est quoi? On va utiliser à la fois un système par signature avec un système basé sur l'anomalie. Vous pouvez continuer, Oumaima. Oui, monsieur. L'avantage de ce type, qu'il nous permet de détecter les attaques connues et aussi les attaques inconnues avec un taux de faux positif faible. Mode sécurité, c'est un exemple d'un pare-feu d'application web basé sur l'approche par signature. Bon, mode sécurité, c'est l'un des pare-feux d'application les plus utilisés et les plus connus dans le domaine de sécurité web. Il a été développé par Evan Ristic en 2002. La version actuelle, c'est la version 3.0. Oumaima, les slides sont bloqués, mais باقيين في السلايد pas encore. باقيين في السلايد ديال méthode de détection d'un WAF. D'accord, monsieur. Pas pourquoi. باقي même problème, monsieur? مازال le même problème. باقيين bloqués. ياك نتوما عندكم c'est la même chose. Oui, monsieur. باقيين لا.
Je ne sais pas pourquoi. Essayez d'arrêter le partage ou de gérer un D'accord, repartage. monsieur. D'accord. Arrêtez le partage. Ouais. Et parmi aussi les inconvénients de l'approche hybride, parce que il n'y a pas une solution idéale. Parmi les inconvénients de l'approche hybride, qui utilise les deux, il y a la complexité et les performances. En général, avoir l'approche qui combine à la fois un système par signature et un système par anomalie, répond complexe la réalisation et aussi au niveau des performances. Et parmi aussi les avantages de l'approche de détection par signature, c'est la rapidité. Donc, en général, les systèmes de détection par signature, ils sont très très rapides et c'est pour cela ils sont très utilisés. Nous prenons le cas du mode sécurité. Pourquoi il est très utilisé? Parce qu'il est très rapide. On va voir l'architecture du mode sécurité et surtout côté sécurité, les applications web, on a besoin d'un système sécurisé, mais aussi à la fois performant. Il y a une machine qui va bloquer les utilisateurs ou bien parce qu'on a un nombre énorme de requêtes des utilisateurs. Ça veut dire qu'il faut avoir un système performant qui est capable de traiter ce genre de les applications. Vous pouvez continuer. D'accord, monsieur. Vous arrivez à voir le slide numéro 4? Oui. Maintenant, c'est bien. C'est bien, d'accord. Bon, comme j'ai dit, que mode sécurité, c'est l'un des pare-feux les plus connus et le plus utilisé dans le domaine de sécurité, surtout dans le domaine de recherche. Il a été développé par Evan Bessel en 2002 et la version actuelle, c'est la version 3.0.4. Il nous permet d'analyser, détecter et prévenir en temps réel les requêtes, éventuellement les réponses HTTP, HTTPS malveillantes avant qu'il atteigne l'application web. Il peut être, on peut l'utiliser soit en mode c'est-à-dire chacun est installé dans une machine. Communication directe entre le client. Il y a un petit problème un problème de sauce. Oui, je pense problème de connexion. Maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon. Ouais. Donc, il y a deux modes pour déployer le mode sécurité. Il y a le mode reverse proxy ou bien le mode qui est intégré. Par exemple, le mode reverse proxy, comme vous pouvez voir l'image suivante. Donc, ça, c'est un mode de reverse proxy. Qu'est-ce qu'on a dans l'application web auquel on va installer le pare-feu mode sécurité dans une machine séparée. Ça veut dire avant que l'utilisateur accède à l'application web, il va passer par le pare-feu mode sécurité. Oui, tu peux continuer. Oui, monsieur. Et l'avantage de ce mode, qu'il nous permet de masquer l'adresse IP de l'application. Seule l'adresse IP du mode sécurité est connue. Donc, la communication doit passer à travers le mode sécurité. Il joue le rôle d'un intermédiaire entre le client et l'application. Vous pouvez voir quand mode sécurité est une activité, il a un code d'erreur 403 forbidden, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'exécuter cette action, bien d'envoyer cette requête malveillante. Le deuxième type, c'est le mode intégré. Dans ce cas, mode sécurité et l'application et dans le même machine. Autre avantage, quand on utilise mode sécurité en mode reverse proxy, on peut protéger plusieurs applications. Par contre, en mode intégré, mode sécurité ne peut plus que l'application dans laquelle elle est installée. Donc ça c'est très important à noter. Comme vous avez en général, dans la majorité de cas, pour implémenter un WAF, ou bien un système de filtrage applicatif des applications web, il y a deux méthodes. On a l'architecture en mode intégré. Ça veut dire quoi en mode intégré?
Ça veut dire en même temps on a le mode sécurité ou bien le WAF ديالنا avec l'application web. OK? Donc Oui. ce mode-là présente des avantages et des inconvénients. Okay? Le premier avantage, c'est quoi? C'est côté rapidité, côté performance. Au niveau de le mode intégré, côté performance, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que en même temps, le serveur web et le pare-feu, elles sont dans la même machine. Mais le grand inconvénient, c'est moins sécurisé. Pourquoi? Monsieur, Parce que oui, moins sécurisé. Pourquoi? Parce que en même temps l'adresse du pare-feu, c'est la même que l'adresse du serveur. Deuxième grand problème, on ne peut pas sécuriser plusieurs applications à la fois. Ok, ça aussi c'est un problème. Pour le mode reverse proxy, donc le problème ou bien l'inconvénient, c'est il va être côté performant, c'est moins performant. Pourquoi? On a un intermédiaire, ça veut dire on aura de traiter le traitement des requêtes doit passer par le WAF. Après cela, ils seront transmis à l'application web. Mais l'avantage, son grand avantage, c'est côté sécurité, ça veut dire elle est plus sécurisée que le mode intégré. C'est clair cette différence entre le mode intégré et le mode reverse proxy. Oui, monsieur. Malouki, c'est bien ce que vous avez compris à de la partie. Sadoki, Fidéli, ce que tu as compris oui, à cette partie, Oui, monsieur. c'est bien. Donc, tu peux continuer, Oumaima. oui, d'accord, monsieur. Un autre inconvénient de ce mode intégré, c'est la consommation des ressources. Parce que mode sécurité et l'application partagent les mêmes ressources. Ça, c'est un autre inconvénient de ce mode. Il est possible d'utiliser mode sécurité soit comme un système de détection d'intrusion. Dans ce cas, mode sécurité est détecté s'il y a la part d'une attaque, mais ne peut pas ou comme un système de détection et de prévention d'intrusion. Pour basculer d'un mode à l'autre, vous devez changer la valeur de la directive Secure Engine dans le fichier de configuration de c'est pour configurer mode sécurité en mode sécurité est incapable de détecter les attaques. Pour configurer mode sécurité en mode IDPS. Il y a un problème le son, Oumaima, il y a un problème le son. Donc, il y a un problème son, je pense qu'il y a... Donc, il y a un problème toujours. Donc, c'est possible, tu peux redémarrer le routeur, un peu, parce que c'est un problème de connexion. D'accord. Donc, comme il a dit, donc, Oumaima, normalement, pour le mode sécurité, donc, donc, on va vous attendre. OK, maintenant, normalement, le mode, il peut fonctionner soit comme un système de détection seulement. Ça veut dire, s'il y a une attaque, il va l'enregistrer dans un fichier journal. Ça veut dire l'administrateur ou bien le responsable de l'application, une fois qu'il y a une attaque, il va le voir. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien on peut programmer mode sécurité en tant que, en même temps, il fait la détection et en même temps, il peut bloquer ou bien il peut prévenir l'attaque. Donc ça, ce sont deux possibilités le mode security. Soit on peut configurer mode security afin de détecter les attaques, soit en même temps on peut configurer mode security afin de détecter et à la fois prévenir ou bien bloquer l'attaque. Ça dépend, elle a le besoin qu'on désire. La meilleure des cas, c'est de configurer le système compte détection et en même temps de prévention, mais cela dépend le besoin de côté sécurité de chaque application.
Vous arrivez à nous entendre, Omeima? Oui, monsieur. C'est bon. Toujours مازال يتقطع مازال. Oui. Je vais essayer de partager en attendant Omeima de partager avec vous. Donc normalement, comme nous avons dit, Mode Security, donc c'est un système et un WAF, Web Application Firewall, qui permet de protéger les applications web. Donc déjà, le mode Security, c'est un système de protection externe. On peut l'utiliser soit en architecture ou bien en implémentation intégrée avec l'application web, ça veut dire dans le même serveur, ou bien dans un mode reverse proxy, ça veut dire qu'il compte séparé de l'application web. Et comme on a déjà expliqué, chaque mode a des avantages, a des inconvénients. Quel est l'avantage d'un mécanisme de protection externe? Ça veut dire même si le programmeur ou bien le développeur web de l'application web n'a pas utilisé et n'a pas pratiqué les bonnes pratiques de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Le WAF ou bien le pare-feu applicatif de l'application web, il va protéger l'application même en présence de vulnérabilité côté du code. La question qui va se poser ici, est-ce qu'un WAF, il va protéger, il sera capable de protéger l'application contre toutes les attaques? Est-ce que c'est mieux juste d'utiliser un WAF et de ne pas utiliser les mécanismes de protection interne, ou bien c'est mieux d'utiliser à la fois les mécanismes de détection ou bien de protection interne et aussi d'ajouter les mécanismes de protection interne tels que un système de filtrage applicatif tel qu'un WAF. Monsieur, c'est mieux d'utiliser les deux mécanismes. Donc c'est vrai. Donc, en général, en appliquant le principe de défense en profondeur, donc toujours c'est mieux d'utiliser à la fois plusieurs niveaux. Le premier niveau de protection, ça veut dire c'est la responsabilité du développeur. Ça veut dire il faut mettre en place des bonnes pratiques de développement sécurisé. Après, on peut ajouter une autre couche de sécurité en utilisant un pare-feu qui est applicatif tel que Mode Security. Monsieur, Oui. une question sur l'ordre des couches de sécurité. Oui. Quand on dit la première couche, est-ce que c'est la première couche qui va l'attaquant, qui va l'irradier le qaha, ou bien c'est un autre ordre? Parce que tu as dit... Le plus important ici, c'est pas l'ordre. Mais il faut avoir plus de niveaux que vous avez. Normalement, c'est pas obligatoire toujours d'avoir plusieurs niveaux. C'est pas obligatoire. Ça veut dire ça dépend à l'application. Est-ce que l'application que vous développez, est-ce que les questions de sécurité sont importantes dans cette application ou bien? Donc, plus que vous désirez de sécurité, plus l'application elle est importante, plus de niveaux que vous devez faire. OK? تقدر تدير جوج ديال النيفو، تقدر تدير 3، تقدر تدير 4، تقدر تدير 5. L'objectif, c'est quoi? Ça veut dire, si un attaquant essaie d'attaquer votre système, il doit trouver plusieurs lignes de défense. Il y a le premier ligne, le deuxième ligne, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Donc, l'idée, ça veut dire, c'est plus de niveaux ou bien de couches de sécurité, plus qu'on aura une protection qui est élevée. Donc, toujours le même problème. Monsieur, donc, je m'excuse, j'ai un problème de connexion. Maintenant, maintenant qu'on se met D'accord. Bon, comme j'ai dit, utiliser d'intrusion ou bien
intrusion. Pour basculer, vous devez changer la valeur de Active Secure Engine. Pour la valeur Detection Only, c'est pour configurer mode sécurité en mode IDS. Donc, en mode sécurité, il est capable de détecter les attaques, de bloquer pardon, les attaques, il peut les détecter. Et pour le configurer en mode il peut bloquer les attaques, ou bien en mode off, c'est-à-dire mode désactivé. Dans ce cas, mode sécurité ne peut ni détecter ni bloquer les attaques. C'est bon? Oui, donc je viens déjà d'expliquer le concept, vous pouvez continuer. D'accord. Pour la détection des attaques, mode sécurité utilise une liste de signatures. Comme je disais, elle est basée sur la signature. Cette liste est appelée Core Rule Set. C'est une liste développée par OWASP qui permet d'améliorer la capacité de détection de mode sécurité. Pardon. Voilà un exemple d'une règle et qui permet d'empêcher l'attaque cross-site scripting, plus précisément ce type d'attaque, script alert. Donc, une chose à mentionner ici, normalement, le OWASP, le Core Rule Set, il contient 4 niveaux. Oui, monsieur. Oui, donc, monsieur. il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est par défaut. Le deuxième niveau, ça dépend. Là, le niveau de sécurité qu'on désire. Donc, il y a un problème, le son. Donc, il y a un problème de son. Donc, il y a un problème de son. Donc, toujours. Donc, toujours, il y a le même problème. Donc, toujours, il y a le problème de son. Donc, donc, pour ne pas. Là, je pense que c'est un problème de connexion. Radin Djirou, donc, je vais proposer une solution donc, pour éviter cela. Donc, je vais vous laisser de nous préparer un petit vidéo. Okay? Et vous allez le partager par la suite la chaîne. Donc, j'ai déjà la chaîne que je viens de créer pour le module. Donc, vous allez préparer un vidéo concernant comment on peut faire l'installation de mode security et comment on peut le configurer pour protéger une application. Donc, tu peux arrêter le partage pour que je puisse partager avec eux le document que tu as déjà préparé. Donc, merci déjà pour... Merci, je m'excuse, monsieur. Oui, ça arrive. Donc normalement, Maïma a déjà préparé un document très intéressant concernant les étapes à suivre pour installer. Donc, comment on peut faire installer la mise en place du WAF Mode Security en utilisant le OWASP Core Rule Set. Donc, cette documentation, il permet de montrer comment on peut installer le mode security version 3.0.4 avec Apache 2 et l'ensemble de règles version 3.3.0 pour protéger l'application que nous avons déjà installée, le DVWA sous Ubuntu. Donc, il y a ici les étapes d'installation. Il faut tout d'abord installer LAMP, ça veut dire Linux, donc, qui va contenir donc, je pense que vous avez déjà le LAMP. Par la suite, il faut installer quelques librairies qui vont aider Mode Security à fonctionner. Par la suite, il faut installation du Mode Security. Vous avez donc la commande qui, par la suite, comme j'ai dit, Omaïba va montrer un exemple pratique de l'installation de Mode Security et de configuration. Par la suite, il y a la partie de configuration de Mode Security avec Apache 2. Donc, ici, vous avez les fichiers et les différentes commandes pour configurer. Et ici, vous avez dans le fichier Mode Security Role, on va ajouter les 3 lignes suivantes. Donc, normalement, qui vont permettre de configurer Mode Security. Par la suite, on doit télécharger le OWASP CRC version 3.3.0 afin d'ajouter plus de sécurité. Donc, le OWASP Core Rule Set, parmi les grands avantages de cet ensemble de règles CRC, il permet d'éviter les attaques ou bien les risques les plus critiques de sécurité,
comme on a déjà montré dans la partie menace, il y a 10 risques très critiques au niveau des applications web qui sont identifiées par OWASP. En utilisant cette règle OWASP Core Request Set, le CRC, avec Mode Security, on peut éviter et bloquer soit les injections SQL, soit les attaques XSS, soit les autres attaques du rapport, le OWASP Top 10 Security Risk. Ici, il y a donc toujours les règles, comment on peut faire l'activation du mode security en mode IDPS, ça veut dire à la fois mode détection et mode blocage. Ça veut dire on va mettre en place Secure Rule Engine, on va le mettre on, et on va redémarrer Apache. Et pour tester le fonctionnement du mode security, donc ici dans ce document, vous allez trouver, donc on a déjà installé et travaillé avec l'application le DEM Vulnerable Web Application. Et on va essayer de faire une attaque de type injection SQL. Qu'est-ce que vous allez voir que une fois vous cliquez sur Submit, qu'est-ce qu'il va faire Mode Security? Il va bloquer l'attaque. Il ne va pas laisser donc la communication entre notre navigateur et le serveur web. Et vous remarquez que puisque vous avez Mode Security, vous avez arrivé à protéger votre application contre les attaques de SQL injection. Aussi la même chose, on peut protéger contre les attaques XSS et plusieurs attaques qui sont le système de le Core Request Set. Ici, il y a quelques références du mode security, aussi un livre qui est très intéressant et qui m'intéresse, donc pour la bibliothèque le Core, le CRC. Donc, il y a donc donc au niveau de GitHub, donc la repository de GitHub. Donc vous allez remarquer donc que the OWASP mode security is a set of generic attack detection rules for use with mode security or compatible with application firewall. Le CRC aim, donc l'objectif du CRC, c'est de protéger les applications contre une variété des attaques including, et parmi les risques de sécurité, le OWASP Top 10 with a minimum of false alert. Donc ça c'est très intéressant. Et donc vous avez, c'est le minimum à utiliser pour protéger votre application web, c'est d'utiliser le mode security et aussi d'installer le Core Rule Set. Donc je pense que c'est ce que concernant la protection des applications web. Je pense qu'on va arrêter à ce niveau. Est-ce que vous avez des questions concernant les techniques de protection qu'on peut implémenter et concernant le mode security? Quelles sont Oui? des techniques qu'on peut utiliser dans notre PFE? Donc, أول حاجة هو le système d'authentification. On a déjà parlé sur un système d'authentification qu'on sécurisé. Donc ça c'est numéro 1, ياك? OK. Le numéro 2 que vous pouvez utiliser, un système de filtrage. Ça veut dire à chaque fois vous avez un formulaire, il faut filtrer les données avant de l'insérer dans la base de données et avant de l'afficher à l'utilisateur. OK? Et contre les attaques d'injection SQL et contre les attaques XSS par exemple. Ça c'est le strict minimum. Et vous pouvez ajouter mode security comme un pare-feu pour contrer ce genre d'attaque. Ok, merci. Ok, donc ça c'est le strict minimum que vous pouvez implémenter dans votre application. Puisque vous n'avez pas pensé à la sécurité dès le départ, donc au minimum vous pouvez faire les mécanismes simples à implémenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur. Donc les autres, est-ce que vous avez? Monsieur, moi j'ai une question. Oui. On a dit que l'ouverture des applications est l'une des raisons pour lesquelles les applications web sont vulnérables.
Oui. Et en plus de ça, on dit que Mode Security est une application open source. Mhm. Est-ce Oui. qu'on peut lui faire totalement confiance? Il y a une chose, ça veut dire quoi quand on dit l'ouverture des applications web? Qu'est-ce que la nature ouverte? Quand on dit la nature ouverte des applications web, ça veut dire en général, il y a une grande différence quand on parle de la nature ouverte et le open source. Open source, c'est une chose et la nature ouverte, c'est une autre chose. Ça veut dire quoi la nature ouverte? Normalement, quand on réalise une application web, elle est destinée pour qui? Pour les utilisateurs de l'entreprise ou bien pour un nombre important, un large nombre d'utilisateurs. Vous avez entendu ma question? Oui. Donc, j'attends la réponse. Donc, d'après votre question, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Exact. Ça veut dire normalement, un réseau interne, est-ce qu'il est ouvert d'une entreprise? Est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Non. Mais l'application web d'une entreprise, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Oui. Ce qui est facile, est-ce que c'est sécuriser le réseau interne qui n'est pas ouvert à tout le monde ou bien une application web qui est ouverte à tout le monde? L'application web qui n'est Et pas c'est ouverte. pour cela on a dit que parmi les défis, c'est que les applications web en général, c'est la nature ouverte. Ça veut dire ils sont accessibles par un grand public. C'est pas comme le cas d'un réseau interne d'une entreprise. Normalement, il est bloqué, on peut filtrer déjà. C'est pas n'importe qui peut accéder à ce réseau. Pour une application web, n'importe qui a l'adresse ou bien l'URL de l'application, il peut accéder à cette application. Il peut communiquer avec cette application. Ça veut dire il peut mener en danger, il peut attaquer l'application web. Est-ce que c'est clair? Que quand on parle de mode sécurité et les open source, ça veut dire le code, parce que quand vous avez, il y a des logiciels qui sont open source et il y a des logiciels qui sont propriétaires. Je pense que vous savez la différence entre ces deux catégories de logiciels. Quand on dit Windows, est-ce que Windows c'est un logiciel qui est open source? Non. Donc Windows c'est propriétaire. Normalement, Linux c'est open source. Ça veut dire vous êtes utilisateur. Normalement, vous pouvez, n'importe quel développeur, il peut télécharger le code source de Linux, il peut voir le code source, il peut contribuer au développement du code source. OK? Donc, en général, la génie logicielle, on sait bien quels sont les avantages des applications ou bien des projets open source ou bien des logiciels open source et quels sont les avantages des logiciels propriétaires. D'accord, monsieur? C'est clair, cette différence, Oui. la nature ouverte et open source? Oui, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a Et d'autres questions? aussi, vu le fait que l'application est open source et que n'importe quel développeur peut utiliser le code source, est-ce qu'un attaquant ne peut profiter de cela pour attaquer en fait Mode Sécurité lui-même? OK. Donc, il y avait un principe de cryptographie moderne, de la cryptographie moderne, on le dit principe de Kirchhoff, qui dit que la sécurité ne se base pas sur l'obscurité. Ça veut dire quoi? Plus que vous avez un système qui est ouvert, que n'importe qui peut l'attaquer, ça veut dire on peut être sûr que on a vraiment un système qui est sûr. Parce que cacher un système et pour dire c'est un système qui est sécurisé, ça ne donne pas une vraiment sécurité. Et je vous donne la chose suivante. Dans les systèmes d'exploitation, c'est qui le système qui est considéré le plus sécurisé? Est-ce que c'est Windows ou bien Linux? C'est Linux. Linux, il est open source. Et alors?
Windows, elle est propriétaire. On ne sait pas le code source. Ce que vous avez compris l'idée que j'aimerais passer. Oui, oui, merci. OK. Ça dépend. Là, au contraire, parfois, vous avez un système qui est open source. Le nombre de développeurs qui développent, on peut détecter plus de vulnérabilités, on peut détecter plus de failles parce que est-ce qu'il existe un système qui est à 100% sécurisé? Non, monsieur. Non. On ne peut jamais avoir un système qui est 100% sécurisé. Il y aura toujours des failles. Elle est sécurisée peut-être en T0, mais en T0 plus 2, est-ce qu'il est sécurisé? C'est point d'interrogation. On ne sait pas. C'est pour cela qu'on dit on doit toujours vérifier la sécurité dans notre système. On ajoute des fonctionnalités, peut-être la version 0.1. Nous avons un système sécurisé, mais dans la version 1.2, avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités, peut-être on a ajouté avec les fonctionnalités des failles de sécurité. Ça veut dire quoi? Il faut toujours vérifier et valider la sécurité. C'est une chaîne. OK? On ne va pas dire, voilà, on a sécurisé, c'est parfait. Une fois on a des paramètres qui changent, normalement, le résultat de la fin, sûrement, va être changé et va être affecté. En prenant surtout que dans l'équation de la sécurité, elle est affectée par des paramètres qui sont très faibles. Parfois, on dit, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance au niveau de la programmation, au niveau d'implémentation, mais peut-être une seule ligne de code oubliée, il peut mettre toute l'application en danger. C'est ça le grand problème de la sécurité. C'est pour cela on dit c'est un art qui est vraiment, c'est une science qui est très difficile. Il est basé sur plusieurs maillons et il faut toujours chercher quelles sont les failles de système, quelles sont les vulnérabilités de système afin de tenter de les trouver avant qu'un attaquant arrive à les détecter. Parce que les attaquants cherchent les vulnérabilités de système et normalement les experts de sécurité, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De découvrir les failles avant les attaquants. Est-ce que vous avez compris cela? Normalement, vous avez les attaquants ou bien les pirates. Ils cherchent les failles et les vulnérabilités des systèmes et des applications. Et les experts et les responsables de sécurité, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est comme une course. Qui va gagner à la fin? Le plus rapide. Qui va détecter et surtout, le grand danger actuellement, vous avez un seul responsable ou deux responsables de sécurité, mais le système, il sera attaqué par combien nombre de les pirates ou bien les attaquants? C'est un nombre N. Il peut être n'importe quel, il peut être grand, vous avez une seule personne ou bien deux personnes qui sécurisent un système. Donc c'est pour cela on trouve une grande partie des entreprises qui essaient de recruter. Il y a des compétitions. On a parlé au départ du cours, le concept de buggy bounty. Est-ce que vous vous souvenez de le concept? Il y a une grande partie des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire des compétitions pour détecter les failles et donner des prix, vraiment un somme d'argent qui est très important pour les utilisateurs et les experts de sécurité qui essaient de détecter s'il y a des failles. Parce que au niveau du marché de vulnérabilité, surtout dans des réseaux et des sites spécifiques, il y a des hackers et des pirates qui essayent de vendre des failles des systèmes. Vous allez trouver des failles parfois. Le prix d'un faille dans des systèmes qui sont connus, 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars. وكنسميو surtout
le web, le web dark, surtout le dark web, qui est des sites qui sont spéciaux pour vendre des failles de sécurité. Et il y aura toujours des failles de sécurité, quel que soit le mécanisme, il y aura des failles. Mais comme objectif de sécurité, c'est faire quoi? C'est de minimiser. OK? C'est pour cela qu'on dit on va minimiser le niveau des vulnérabilités, okay? Et maximiser l'effort. Est-ce que vous vous souvenez, fidèle, l'équation? On essaie toujours de, la mission d'un responsable, d'un expert de sécurité, c'est de minimiser au maximum le nombre de failles, le nombre de vulnérabilités dans son système, dans son réseau, dans une application. C'est pas d'éliminer, vous n'arriverez jamais à éliminer toutes les failles et toutes les vulnérabilités. Ça, c'est une mission qui est impossible. Est-ce que ce point-là est très est clair? Oui, monsieur. Il faut avoir comme, c'est pas la mission directe, c'est d'éliminer quand on recrute un responsable ou bien un administrateur de sécurité, la mission directe, c'est pas d'éliminer les risques, d'éliminer les menaces, mais de minimiser au maximum les failles, les vulnérabilités et rendre la mission d'attaque d'un système très difficile. Mais si n'importe qui peut attaquer votre application, c'est pas n'importe qui peut attaquer le réseau. OK? Et de plus en plus, votre mission, c'est d'essayer de rendre cette mission et ces work factors plus importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer cette séance? Non, monsieur. Non, monsieur. Salah Din, pourquoi le retard ديال اليوم? Monsieur, j'ai un problème de connexion. OK. Donc, c'était un plaisir de partager avec vous ces différentes séances de cours et de vous enseigner. Donc, j'aimerais bien et j'espère que vous avez appris, on peut dire, les bases indispensables dans le domaine de la sécurité. Comme vous avez vu, c'est un domaine qui est très vaste. C'est un domaine d'actualité, très demandé au niveau des métiers. Et je vous souhaite bon courage par la suite. Donc, c'est pour les gens qui vont continuer dans leurs études dans un master ou bien par la suite. J'aimerais bien que vous essayiez de découvrir plus ce domaine-là parce que c'est très intéressant. Et je reste à votre disponibilité si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelques conseils. C'est toujours un plaisir de vous donner ces conseils. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je vous souhaite bon courage et on se verra, Inch'Allah Ta'ala, si l'examen ou bien si par la suite, Inch'Allah. J'espère tout le monde donc, essayer de réviser bien tout ce qu'on a fait donc jusqu'à présent. Et je pense les gens qui ont déjà réalisé étaient présents lors des TD, des TP, donc ils vont trouver pas de grandes difficultés dans l'examen. Bon courage et comme j'ai dit pour Oumaima, il va essayer de nous préparer un petit vidéo concernant l'installation de mode security et l'utilisation avec le DAM Vulnerable Web Application. Et aussi, je vais essayer de terminer l'upload des différentes vidéos des cours de ce module. D'accord, monsieur. Donc, je vous souhaite bon courage. Monsieur, Oui? en ce qui concerne TP5, le délai, TP5? oui. Le délai, une semaine, maximum. Donc, maximum, donc le mercredi prochain. D'accord, monsieur.
Merci, D'autres monsieur. questions avant de terminer? Donc, je vous souhaite bon courage. Oui? Monsieur, concernant TP, monsieur لابتينر ما بغاش يخدم لي في البي سي ديالي. جربت الميثود اللي قلتي لي باش نقص من الرام، ما نعطيش الفيرتوال بوكس 4، نعطيه غير 2 وما بغاش يخدم. مازال لو ميم بروبليم تما. مازال وي مسيو كيتبلوكا لي البي سي، غير كان ان فوا كنخدم الفيرتوال ماشين كيتبلوكا البي سي. Normalement, j'ai parlé cela. Il faut